Bonjour et bienvenue dans le point lecture du mois de mars. Oui, comme vous le voyez, vous aurez que des visuels à l'écran, puisque si vous avez suivi le programme culturel du mois de mars, je vous ai expliqué que j'avais quelques obligations familiales, notamment suite à une hospitalisation dans ma famille, et que j'avais d'autres petits problèmes à régler, et que voilà, malheureusement je priorise. Voilà, donc écoutez, les 2 dernières semaines ont été un peu chaotiques. J'espère que la semaine qui vient ne le sera pas. Je doute fort, mais écoutez, on va faire en sorte de voir. Alors, je pense que vous avez vu le live de jeudi soir. Est-ce que ça vous a donné envie? Voilà. Alors, chacun ses réflexions sur ce que je dis ou ce que je dis pas. Mais comme vous le savez, je suis libre de mes paroles et je suis droite dans mes bottes. Donc, j'assume mes propos à chaque fois, que ça plaise ou non. Je fais pas dans le consensus et je fais pas dans la course au like et tu es la meilleure, j'ai un carré. Voilà, donc on m'aime ou on m'aime pas, ça n'a jamais été trop mon souci. Alors, point lecture, un mois c'est sympa. Pas de coup de cœur, mais des très bonnes lectures. Franchement, j'ai bien aimé mon mois. Alors, petit aparté, je suis très contente que mon coup de cœur de janvier, un de mes coups de cœur de janvier qui était le livre de Camille de Peretti, ait récupéré le prix des romanciers 2024, voilà, donc j'étais très très contente, donc bravo à Camille. Donc on va commencer pour le premier livre que j'ai lu, vous le savez, je fais les Potter, donc je me suis lancée sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc de J.K. Rowling que vous voyez à l'écran. Alors cette fois-ci, elle nous plonge dans un opus qui, alors malgré tout l'intérêt de savoir qui est ce fameux prisonnier d'Azkaban, on est bien d'accord, donc en fait dès le début on sait que c'est le redoutable et redouté et très mystérieux Sirius Black. Il faut réellement attendre les 80 dernières pages pour se retrouver véritablement dans l'action. Voilà, alors on commence le roman, les 3 garnements là, Harry, Ron et Hermione, ils grandissent petit à petit. Ils s'amusent ou pas à Poudlard, mais voilà, ils suivent tranquillement leur vie, à part que leur vie va être bouleversée parce que Sirius Black étant en fuite, il y a des détraqueurs qui traquent. Bon, alors c'est les gardiens de la prison de Azkaban qui traquent ce fameux Sirius Black, qui semble en vouloir à Harry Potter, au risque visiblement de l'éliminer, dit-on. Donc, ils sont là pour empêcher qu'il rentre dans Poudlard et on consigne Harry dans Poudlard. Bon, alors évidemment, vous imaginez bien, un gamin de son âge, il a un carré. Surtout qu'il est quand même, dès le début, on le sent, c'est quand même un gamin qui est quand même libre, insolent, qui est quand même très téméraire, qui n'a pas du tout envie de se conformer à ce qu'on lui dit. Contrairement, alors j'ai regardé le film après, effectivement, il n'y a aucun rapport avec la choucroute, on est bien d'accord. Alors, ouais, non, mais sérieux, quand vous avez... maintenant que je commence à lire les livres et que je vois les films, je me dis, non, mais en fait, les films sont sympas, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je lis. Alors dans ce tome, il faut quand même dire que les thématiques sont quand même beaucoup plus adultes, commencent à devenir un peu plus adultes, et que J.K. Rowling lance dans son roman beaucoup de thématiques de notre histoire et de notre vie à nous. Elle parle des sorcières qui a été mise au bûcher au Moyen-Âge, elle parle de la peine de mort, elle parle de l'injustice, elle parle évidemment de la présomption d'innocence, qui visiblement est un thème qui lui tient à cœur, et elle a raison, puisqu'il faut prouver que vous êtes coupable avant de vous condamner, même si maintenant on condamne d'abord et après on cherche. Elle parle des masques que les gens portent, thématique qui m'a toujours beaucoup plu. Si vous avez lu Noble Semaine en famille chez moi, vous comprendrez. Elle parle des faux semblants. Elle parle de la légitimité de chaque individu, ou chaque créature aussi, voilà. Donc franchement, il y a quand même pas mal de thématiques qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus adultes. Alors, autant Harry est égal à lui-même, il faut dire que lui, alors, voilà. Parce qu'il est
Et quand même, moi je vous dis, il est quand même assez impertinent. Il est téméraire, il est assez casse-cou quand même, parce que quand tu vas... quand tu vas dans un tunnel pour aller voir ailleurs, alors qu'on lui a dit qu'il fallait pas qu'il sorte de poularde, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais de l'autre côté, il est quand même assez résigné face à son destin. Il se dit que c'est son destin, c'est comme ça, il n'a pas le choix. Alors que d'un côté, il est quand même assez impertinent. Donc c'est assez drôle de voir un personnage aussi différent, avec plein de facettes, comme tous les gens, quoi. En gros, Ron, lui, est plus tête brûlée en vieillissant. On sent bien qu'il y a quelque chose entre Hermione et lui, mais c'est des ados, donc ils captent rien du tout à tout, alors rien du tout, et elle a rien à carrer, mais il l'exaspère, mais il y a quand même quelque chose qu'elle aime bien. Et puis il a ce côté sale gosse, Ron. Il a un côté sale gosse, mais avec une gentille fond, il n'est pas méchant. Donc en fait, voilà, ça fait qu'il est assez agréable, même si c'est pas mon personnage préféré. Je rassure que Harry n'est pas mon personnage préféré non plus. Et Hermione, elle est égale à elle-même. Alors elle est droite dans ses bottes, celle-là, mais elle a gagné en maturité, elle a plus d'épaisseur. Comme personnage, elle est plus volontaire, loyale, et elle se relève capable de faire beaucoup de choses, notamment avec son chat qui s'appelle le Patenron, pour la version française, qui est véritablement l'élément central de cet opus et qui va visiblement avoir une importance, chose qui n'y est pas dans les livres. Alors, dans cet opus-là, on suit bien sûr des matchs de Quidditch, les soucis de Hagrid et de son hippogriffe Buck, qui est quand même, ils sont rigolos. La traque de Sirius Black, on est bien d'accord, bien sûr. Le professeur Lupin, avec ses essais assez maladroits en tant que professeur, faut dire. Alors, je dois avouer que le prénom que lui a donné J.K. Rowling m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Moi, vous m'avez mis, il s'appelle Rémus Lupin. Moi, perso, si vous connaissez la légende de Rome, Rémus, Romulus, la Louve, moi, ça m'a fait tilt immédiatement. J'ai pas cherché 3 minutes. Alors oui, évidemment, le suspense est bien développé, et puis peut-être que les gens qui ont lu, qui connaissaient pas trop ce genre de choses, ont été surpris. Moi, alors pas du tout. Voilà, mais j'ai trouvé ça mignonne. Si vous connaissez votre histoire, elle met tellement de références historiques, grecques, latines. Attention, effectivement, les prénoms, les prénoms et les jeux de mots qu'elle joue avec les mots, etc., même dans des mots assez simples qu'elle a inventés, ça a son importance. Donc si vous connaissez un peu votre petit grec et latin illustré, vous allez vite comprendre. Voilà. Franchement, j'ai trouvé que c'était un opus assez sympa. Alors, les détraqueurs m'ont beaucoup fait penser à l'univers de Tolkien. Alors, je pense que c'est revendiqué par Rowling. Alors, moi, je connais pas, j'ai jamais lu beaucoup d'interviews d'elle, mais je suis quand même allée chercher voir ce qu'elle avait dit sur ça. Visiblement, c'est une des influences. Voilà. Donc, mais ça m'a tout de suite fait penser à ça par leur description. Voilà, et puis le fait que ce tome 3 l'orne quand même du côté de l'univers du mal, quoi. Voilà, donc on sent ça. Et puis au niveau de la tension de la lecture, c'est quand même plus noir, plus stressant pour les personnages, pas pour nous, on est bien d'accord. Voilà, et que en fait tout le livre, je dois vous avouer que j'avais qu'une seule envie, c'est d'arriver à Sirius Black et de voir arriver le type, quoi. Donc, moi je me suis dit putain, mais c'est pas vrai, que c'est fou, voilà. Non mais sérieux, voilà. Alors après quand il apparaît, bien sûr tout s'explique, on a bien capté. Y compris les ressentiments de Rogue sur certains personnages, sur Harry, sur lui, sur etc. Alors moi c'est un des personnages que j'aime le plus depuis le début. Alors ne commencez pas à gueuler, c'est un des personnages dès le premier tome de Harry Potter que j'ai trouvé hyper méga intéressant. Voilà, parce que il y a dès le début, alors dans l'écriture de l'écrivaine, on est bien d'accord, mais sous sa plume. Et à chaque fois je me suis fait envoyer un chapitre en anglais par une de mes copines qui les a tous, puisque voilà, elle est aux États-Unis, ses enfants l'ont lu, donc elle les a, elle me les scanne, et effectivement tout de suite on sent le côté à la fois ambigu mais troublant
C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une blessure chez ce personnage, un truc qui porte en lui comme une espèce de... C'est même pas une croix, c'est une enclume. Et qui a quelque chose envers Harry Potter, alors qu'on sent être un ressentiment ou un... Oui, peut-être une menace, mais en fait qu'il ne l'est pas. Il est très très étrange. Donc bon, malheureusement, ayant vu les films, je sais. Mais je comprenais pas vraiment dans les films. C'était c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe dans les films. Alors que là, non, dès le début, on sent qu'il y a un truc. Voilà. Et puis, j'ai bien aimé l'apparition céleste du père de Harry Potter. Voilà, avec une petite touche d'émotion vers la fin, machin. Quand les détraqueurs sont pas loin de lui, etc. Enfin bon, bref, voilà. On sent que ça va devenir beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique. Que quand Voldemort va se pointer, ça va morfler, moi je vous le dis. Voilà, notamment à cause d'un héros, d'un espion, comment on va dire, sans dévoiler, ratatiné, on va dire ratatiné. Ah oh non, mais ceux qui ont lu Harry Potter, ils vont se dire, elle est con l'autre. Bon, mais écoutez, je fais ce que je peux, je commence à découvrir, hein, voilà. Donc voilà, je continue ma lecture. J'ai déjà mes préférés comme personnages, moi déjà vous savez au moins un. Ma maison, je pense que j'ai un peu compris. Je vais faire le test après le prochain, mais je pense que je sais à peu près où je suis. Et puis, alors c'est pas mon préféré, mais j'ai bien aimé les passages sur le Quidditch, moi j'aime bien. Bon, après, peut-être que parce que j'aime le foot, alors... J'aime le foot et le hockey, donc pour moi, voilà. Mais non, j'ai bien aimé. C'est un bon... J'ai passé du très bon temps, mais je passe du bon temps, en fait. Alors, je ne dirais pas que c'est des coups de cœur, etc. Pour l'instant, il n'y a aucun coup de cœur sur les 3 premiers de Harry Potter que j'ai lus. Mais j'aime bien. Voilà. C'est un peu comme... je sais pas, ça fait bizarre. En fait, c'est un peu étrange. Alors, peut-être que c'est mon côté âme d'enfant que j'ai toujours voulu garder volontairement chez moi. Ouais, c'est ce côté, vous savez, vous rentrez dans un univers douillet. Voilà, doudou. Vous savez que vous rentrez dans un truc, même s'il va arriver des trucs horribles et tout, mais vous savez que vous rentrez dans un truc assez sympa. Voilà, il n'y a pas de... Non, voilà, c'est ça, c'est un univers cool. Voilà, donc ça, c'était Harry Potter. Deuxième livre que j'ai lu, ça s'appelle donc à l'écran L'affaire des corps sans tête de Jean-Christophe Porte. Vous connaissez, si vous avez écouté le programme culturel que je me suis remis dans la Révolution française, arrêtez de me poser la question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu te mets dans la... Moi je croyais que ta période préférée c'était ça et tout, mais pourquoi tu as jamais cité la Révolution française? Parce que je savais pas que... Voilà, ne posez pas des questions. Il y a des fois, mon cerveau décide de faire des trucs. Je n'ai pas maîtrise sur mon cerveau. Hein, voilà, il fait ce qu'il veut. Donc là, nous sommes dans les affres de la Révolution française, puisqu'on est en plein 1791. Et quand je dis ça, je pense à la série de Niklas Natt Höstdag. Moi, il faudrait qu'un jour j'en parle de ces trois-là, parce que franchement, c'est... Bref. Donc on est en pleine période transitoire, là on est en pleine période de préparation de la Constitution et avant la Terreur, donc période que je connais plus. Il y en a certains qui vont se dire, elle aime bien les choses barrées quand même. Si, oui. Donc on découvre un corps au début, hein, enfin un premier déjà, corps sans tête, dont la tête a été tranchée dans la Seine. Et il y a un brigadier qui va mener l'enquête avec son ami chirurgien barbier. Et dans ce pari révolutionnaire, en fait, oui, si, il ne faut pas montrer sa tête. Ah oui, sinon on vous la tranche. Et surtout pas à ceux qui tiennent les rênes, à ceux qui peuvent vous la faire trancher sur un simple signature papier parchemin, et encore moins si vous contrariez certaines personnes. Alors, il y a pour preuve que d'autres cadavres vont arriver dans la Seine, toujours même motus operandi. Donc, on va suivre ces deux personnes qui enquêtent. Et parallèlement, on découvre un personnage, un jeune noble, qui a pris qui est un noble déchu, en tous les cas, qui a fui son père,
qui s'appelle, lui, Victor d'Hauterive, donc qui a pris un nom d'emprunt, en gros, enfin, voilà, moins noble, avec moins de particules, qui est officier dans la toute nouvelle gendarmerie nationale qui a été créée, et qui est chargé par son protecteur, le marquis de Lafayette, excusez du peu, d'aller arrêter Marat, qui, comme vous le savez, a été un agitateur, et qui, en gros, voulait soulever le peuple contre le roi et surtout contre la constitution à venir parce qu'il estimait que ça brimait les actes fondateurs de la Révolution française et qu'il se posait en défendeur de la liberté, du peuple, etc. Enfin bon, bref, voilà. Alors la mission, hein, vous vous doutez bien, arrêter Marat, vu qu'il est défendu et qu'il est dans un quartier qui est cerné par que des vaillants supporters, c'est un peu compliqué. Et d'Hauterive, donc Victor va être... Alors il faut quand même signaler qu'il est jeune, Victor d'Hauterive, il a tout juste 18 ans dans le roman. Sa mission va l'amener à rencontrer d'autres personnes, donc d'autres personnages qu'on a vus, qui sont pas fréquentables, hein, qui sont un brin dangereux, si, ah bah si quand même, si, voilà, et qui vont le mener sur cette enquête, qui est menée par les deux autres, sur l'histoire des corps sans tête dans la Seine. Et donc là, le Jean-Christophe Porte nous fait littéralement marcher dans un Paris révolutionnaire, dans ce tourbillon qui a littéralement, il faut le dire, hein, changé la France, changé les castes, changé la vision de la nation, changé les lois fondatrices de notre nation, hein, on rappelle, hein, sinon, s'il n'y avait pas eu la révolution, pour nous, tous là, on serait peut-être des gueux, hein, des journaliers, des paysans, hein, voilà, ça s'est fait. On croise dans ce roman des gens comme Danton, Lafayette, Marat, etc. On va de Versailles à Paris, du Louvre à Varennes. On voit les différents métiers, on voit les différents courants de pensée selon de quel côté, de quelle maison, entre guillemets, vous vous rattachiez. On voit aussi ce que les nobles pensent de la Révolution, ceux qui veulent remettre un roi, ceux qui en gros sont d'accord avec la Révolution, mais à condition qu'on leur laisse quand même leur bien quand même, faut pas déconner, on a un château, on voudrait bien y vivre dedans. Ceux qui en ont absolument rien à carrer, qui se sont cassés à l'étranger, voilà. Donc il y a beaucoup de choses dont on voit en filigrane les choses dans ce premier opus, puisque c'est une saga, hein, je rappelle. Alors, autant j'ai aimé me plonger dans les tourments de l'époque, autant par moments, j'ai trouvé ça un peu long sur l'intrigue policière parce que c'était pas très vif. Il faut dire que, alors je sais pas les autres comment ils sont faits, mais le premier est pas très très vif. Il pose beaucoup les bases. Alors c'est pour ça que je suis assez indulgente parce que j'ai eu l'impression de tourner un peu en rond dans une grande partie du roman. Mais le fait qu'il arrive à inclure l'histoire de France dans une enquête assez originale. Alors j'avais lu Lovenbruck, les loups des loups des Cordeliers, que j'avais trouvé pas mal au niveau de la mise en scène, etc. Mais que j'avais trouvé... moi, son personnage de Gabriel ne m'a jamais... En plus, moi, j'avais trouvé qui était le loup à un quart du roman, donc ça m'avait bien gonflé. Là, honnêtement, c'est très, très enchevêtré. Et le roman est assez long à se mettre en place, mais tout d'un coup, ça décolle, vraiment. Et en fait, on est vraiment englouti dans les aventures de ce Victor, qui est un personnage à la fois... Alors, comment on pourrait décrire ce Victor d'Hauterive ? Il est à la fois flamboyant, un peu épique, un peu peut-être chevaleresque, romanesque, ce que vous voulez. Mais honnêtement, c'est un personnage absolument fascinant. Moi, il m'a fasciné. Alors, autant je citais Lovenbruck, mais autant Gabriel de Lovenbruck ne m'a pas fasciné du tout. Et d'ailleurs, me tapait beaucoup sur le système. D'ailleurs, c'est principalement pour ça que j'ai pas continué, parce que j'ai commencé à continuer le 2e tome, et son personnage m'exaspère vraiment. Donc, c'est difficile de suivre un roman quand vous avez le personnage principal qui est là pratiquement à toutes les pages, qui vous gonfle. Là, non. Alors moi, je l'ai trouvé fascinant, ce Victor. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce jeune homme, parce qu'il est tout jeune, hein, il y a quelque chose, voilà, qui m'a beaucoup plu. Alors la fin de l'enquête est assez convenue, oui, bon, d'accord. On découvre assez facilement, mais
le fait qu'il y a cette espèce de tourbillon révolutionnaire, ben moi, ça m'a poussé à me dire, bah non, moi, je veux continuer la saga parce que ça me plaît. Voilà, le personnage me plaît. Je veux savoir ce que ce personnage va être aux prises de cette révolution qui va épargner personne. Il va rentrer dans une période assez trouble, de plus en plus trouble. Et voilà, je trouve que c'est assez bien d'être aux côtés de ces personnes qui ont lutté dès les premières heures, etc. Et voilà, donc sinon... Bonne petite lecture, à part, je vous dis, c'est un peu long à se mettre en route, ça tourne un peu en rond au début, il y a beaucoup de personnages. Alors moi ça m'a pas gêné, attention, il y a un index à la fin pour vous montrer les personnages, enfin non, au début je crois, mais enfin il y a un index pour tous les personnages, mais il y a beaucoup de personnages, donc il faut être quand même assez attentive à la lecture. Mais franchement moi ça m'a pas gêné, je suis pas allée voir la liste des personnages, mais pour discuter à des gens qui l'ont lu en off là sur certaines plateformes, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été obligés de regarder plusieurs fois parce qu'il y avait trop de personnages. Voilà. Mais franchement c'est très bien. Autre livre que j'ai lu à l'écran cette fois-ci aussi. Alors c'est les deux à la suite. Hein. Voilà. Donc le premier et le dernier, puisque j'avais lu Les Arènes de cette même écrivaine qui est Negar Djawadi. J'ai lu donc Des Orientales qui est son premier. Alors j'avais, comme je vous l'ai dit, adoré Les Arènes. Vraiment, j'avais vraiment adoré. Et je voulais absolument découvrir son premier et donc le dernier paru. Alors... Au début de Des Orientales, en fait, on est littéralement plongé dans sa famille, dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'un pays, donc l'Iran, la Perse, au sein de traditions. On est complètement dépaysé et tout ce qu'on peut penser, c'est comment cet exil... puisqu'elle explique qu'elle est exilée, puisque en fait quand on commence le roman, elle est dans un service hospitalier de PMA, et elle revient sur l'histoire de sa famille. Alors, il y a des flashbacks, il y a des digressions, l'histoire des crêpes, j'ai bien aimé, il y a des numérotations de comptes, d'oncles, alors pour pas vous perdre, il y a un listing à la fin. Alors honnêtement, hein, avec un peu de concentration, tout glisse, hein, vous affolez pas. Et donc Negar Djawadi compte cette famille, un pays, une culture, la difficulté d'intégration, d'assimilation d'un pays, ses codes, des barrières, et de tout ce qui fait en fait un individu libre, rattaché à une terre, à un sol, à des actions de sa famille, mais dans un pays qu'il a adopté et qu'elle a adopté. Alors moi, cette histoire m'a touchée dans le sens où, étant issue de personnes qui viennent d'autres pays, j'ai toujours entendu parler de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu parler des gens qui notamment une de mes grand-mères qui disait toujours la France m'a accueilli, je dois à la France d'être libre. Je n'oublie pas pour autant ma culture, mais je dois apprendre les codes, je dois apprendre la culture de mon nouveau pays, tout en gardant une attache à ce que je suis, et à distribuant à mes descendants, en tous les cas, aux gens qui me suivront, cette autre culture, qui eux, ils sont... Par exemple, moi, je suis née en France, donc je n'ai que la culture française, mais j'ai eu en héritage ce qui a été avant. Et donc, c'est de se sentir français tout en ayant des racines ailleurs, mais non, sans imposer ce qui est ailleurs. Voilà. Et donc ça, l'auteur nous conte cette histoire-là. Donc, on semble être la sienne, ou quasiment, hein, c'est ce qu'on pense. Donc, elle nous présente le personnage de Kimia, qui est donc dans ce service de PMA dans un hôpital parisien, et elle se remémore pendant cette attente les souvenirs de sa famille en Perse. Elle explique la Perse, l'exil, l'Iran. Elle explique du fin fond du 19e siècle jusqu'à nos jours son arrière-grand-père, ses femmes, cet enfant qu'il n'espérait plus, qui naît avec les mêmes yeux bleus que lui, ces yeux bleus qui sont aussi bleus que la mer Caspienne. Et puis on va suivre cet enfant, sa descendance, jusqu'aux parents de la jeune femme, donc de Kimia, qui sont des opposants, des intellectuels, des révolutionnaires,
quel que soit le système d'ailleurs, du chat à l'ayatollah, tout le monde y passe. Et puis leur exil, le Kurdistan, la Turquie, la France, et cette jeune fille qui va découvrir non seulement l'exil, mais la vie, l'intégration, la façon de se fondre dans la masse de son nouveau pays sans gommer sa culture, sans la renier, mais en l'intégrant et sans l'imposer aux autres, ce qu'on appelle l'intégration correcte, quoi. Et elle se sent en fait à ce moment-là un peu désorientée, donc désorientale, et elle va trouver assez rapidement un dérivatif dans le rock, la musique, la culture punk, la découverte de sa sexualité, de la différence qu'elle peut éprouver dans cette histoire-là. Et en fait, dans le fait qu'elle a principalement envie de quelqu'un qui est comme elle, voilà, qui est identique à elle. C'est un roman qui a deux faces, véritablement. La première est assez longue, alors pas au sens péjoratif, hein, attention, mais assez longue, un peu décousue, etc. Justement pour faire sentir ce tourbillon, ce déchirement qu'a la romancière en elle. Elle a une écriture, ouais, c'est un tourbillon. Voilà, elle a une écriture où on sent ce côté exil, identité, etc. Elle veut parler, elle veut expliquer, elle veut parler de la parole, de l'identité, de l'amour, de l'exil, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit montrer ou pas montrer. Et la seconde partie, plus ou moins, hein, parce que c'est pas vraiment bien, enfin c'est pas comme ça que je l'ai définie, mais c'est à peu près, et pour moi beaucoup plus intéressante. Elle est un peu plus intime. Elle montre plus cette peur, je sais pas si ça peur, mais ce côté viscéral qui la pousse en fait à renouer des liens avec quelqu'un, à ouvrir un pont entre une personne qui est très chère à elle, et je vous laisse deviner qui, parce qu'elle a toute cette pudeur, cette retenue, cette pudeur et cette intimité qu'il faut reprendre, mais c'est toujours compliqué quand vous avez de la pudeur dans une famille de parler à la personne en face, parce que vous n'avez pas envie de heurter, la personne ne veut pas trop en dévoiler, mais elle voudrait quand même vous le dire, mais sans vous le dire. C'est très très compliqué. Alors honnêtement, malgré tout l'intérêt de l'histoire, de la plume, des soubresauts, de la qualité vraiment exceptionnelle du roman, moi j'ai eu du mal à m'attacher au personnage dans la salle d'attente de ce rendez-vous parisien. Autant je me suis emballée pour tout le reste, autant pour elle moins. Voilà. J'ai été beaucoup plus emballée quand elle dans la partie perse, par toutes les digressions qu'elle fait sur la vie, sur la culture, sur les us et coutumes de cet empire millénaire qui est fascinant, sur ses relations, sur ce qu'elle pense, sur justement cette pudeur, cette vie qu'elle a, etc., et ce qu'elle veut, et ce qu'elle voudrait, et ce que ses parents voulaient, sa famille, etc. Voilà, y a quelques moments où j'ai trouvé ça bien, mais ça m'a pas emballé. Mais honnêtement, lisez Des Orientales, parce que franchement, c'est une écriture, une ambiance, un tourbillon, c'est ça, c'est un tourbillon. Et c'est aussi un cri, en fait, c'est un cri de cette écrivaine qui donne une voix, en fait, à elle, à son personnage, à sa famille, à une vie, à un pays, mais ça donne aussi une voix, et une voix avec un E à la fin aussi, de compréhension, voilà, de personnes qui peuvent être déracinées. Il y a des personnes qui partent volontairement de chez eux, et ça c'est pas la même chose que d'être exilé et volontairement arraché à son peuple. Voilà, quand vous partez de chez vous parce que pour quelle que soit la condition pour laquelle vous partez, parce que vous n'avez pas de travail, parce que vous êtes malheureux, parce qu'il y a une guerre, parce que voilà, c'est pas la même chose que d'être contrainte de partir et d'être jeté hors de son pays parce que vous êtes opposant, parce que vous ne rentrez pas dans le cadre, etc. Ce qui s'était passé pour une de mes grand-mères. Voilà, donc c'est pas la même chose que d'être arraché à sa terre, que de partir pour avoir une meilleure vie.
Voilà, il y a encore ce truc par-dessus, et c'est ce qu'on ressent dans les propos de Désoriental. Autre livre de Negar Djavadi, donc le dernier qui est paru chez Stock cette fois-ci, que vous avez à l'écran, donc La dernière place. Alors, nous sommes plus proches, nous sommes en janvier 2020, à quelques heures, quelques heures, on va dire quelques semaines, de ce qui va clouer tous les avions sur les tarmacs, donc la pandémie. Il y a un avion qui décolle de Téhéran pour aller à Kiev, donc en Ukraine. À l'intérieur, il y a une passagère ordinaire qui s'appelle Niloufar, qui était de passage dans son pays, donc l'Iran, qui rendait visite à sa famille, une visite qui est éclatée à travers le monde. Et après un faux départ, que je vous laisse comprendre pourquoi, 3 jours plus tard, elle trouve une place sur ce vol, le dernier vol qui part, en gros, plus ou moins de Téhéran, sur ce vol qui part donc à Kiev, où elle a une correspondance pour rentrer au Canada, où elle vit, où elle a sa vie, où elle a son fils, etc. Et elle va arriver dans cet avion. Et on dit le destin. Vous savez, on dit souvent, ah ben c'était le destin. Oui, sauf que l'avion s'écrase quelques minutes après le décollage et que tout le monde va être suspendu aux informations, tout simplement parce qu'à ce moment-là, quelques jours plus tôt, les États-Unis ont tué sur un sol étranger un des grands chefs de la police iranienne. Et les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont très grandes. Si vous vous souvenez de cette période-là, c'était déjà bien le bordel. Alors, on ne s'est pas amélioré. Je crois que les années 20, 2020, je crois que les années 20 seront les mêmes que les années 1920. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros bordel où toutes les tensions sont en train d'éclater. Moi, ça me terrorise de voir le parallèle entre ce siècle-là, les 2 siècles-là. Bref. Et donc, le crash est à la base un accident. Voilà, les autorités iraniennes disent, désolé, oups, boulette, il tombait avion, voilà, il était mal entretenu, ils ont balancé. Sauf que, en fait, non, parce que la compagnie dit, non, va te calmer, toi, déjà, notre avion il était tout propre, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se trame, mais il y a autre chose derrière. Et c'est ce qui va déclencher littéralement, en fait, une vraie prise de conscience, une vraie volonté de révolte du peuple iranien, de dire non à ce régime dictatorial, on répète, répressif, meurtrier, bref, des gros enfoirés. Si, à ce moment-là, il faut appeler un chat, voilà. Et que malgré toute la peur qu'il distille, parce qu'il distille, et je vous renvoie à l'excellent ouvrage de L'usure d'un monde de François-Henri Dessérables, qui est paru donc au printemps dernier, parce que en fait il n'arrive pas à faire plier cet esprit perse en fait de rébellion qu'ils ont depuis des millénaires, on est bien d'accord, c'est un peuple qui est là depuis des millénaires et qui a donné au monde beaucoup de culture et beaucoup de choses, et donc ils vont pas se laisser faire par 3 connards, en gros. Alors ils ont beau se faire réprimer dans le sang et malheureusement les larmes, mais voilà. Et donc ces 176 passagers qui vont mourir le sont à cause d'un missile qui va être mis à jour, qui à la base ne l'était pas, une erreur, ou boulette. Voilà, non, en fait, c'était quasiment un peu volontaire, mais voilà, je pense qu'il ne voulait pas choper celui-là. Mais bon, bref, et donc on part sur cette histoire de cette femme, de Niloufar, qui est donc la cousine de la romancière, donc de Negar Djavadi, et elle lui rend un très bel hommage, elle lui donne un écrin en fait, parce qu'elle évoque à la fois le chagrin, l'amour, les liens de la fratrie, puisqu'elles sont plusieurs sœurs, etc. Le désespoir de voir son pays, l'Iran, se déchirer littéralement. Et puis être surtout, et ça c'est le pire dans l'histoire, le point d'achoppement de grandes puissances, de dictateurs en chaîne et déchaînés depuis des décennies, qui n'hésitent pas à mettre toute une population dans la balance pour asseoir sa puissance mondiale, parce que c'est un pays, un peuple qui est là depuis, je répète, des millénaires, et qui
qui a apporté des choses que vous n'auriez pas eu, nous, Européens, s'ils n'avaient pas été là, on est bien d'accord. Alors, à travers ces mots, en fait, on sent alors la rancœur aussi, surtout envers le pouvoir, envers les gens qui écrasent un peuple, quel qu'il soit, le sien en l'occurrence. Mais aussi la rancœur par rapport au fait que sa tante ait été tuée comme si c'était, avec ses 176 passagers, comme si c'était des quantités négligeables, on va dire. C'est des dommages collatéraux. Non, non. Et on sent aussi l'amour, bien sûr. Jusqu'à, effectivement, comme elle le dit, la mort de Mahsa Amini, qui va littéralement, et d'autres femmes, il y en a d'autres qui ont été tuées juste à sa suite, dans des conditions assez effroyables, jusqu'à pouvoir, la mort de ces femmes, pouvoir faire lever le poing à ce peuple qui décide de descendre dans la rue, de manifester, de vocaliser de fenêtre à fenêtre au péril de leur vie. On est bien d'accord que les gardiens de la Révolution, c'est quand même pas non plus des enfants de cœur. Et de dénoncer cette prise d'otage qui a au début été quand même un peu dans un univers un peu silencieux, mais qui désormais était carrément à la une du monde entier, puisque les réseaux sociaux font que les gens... alors autant les réseaux sociaux sont quelquefois des gros connards, autant pour ce genre de choses c'est quand même intelligent, et montre que si on soutient, ne serait-ce qu'en rediffusant des vidéos qui ne peuvent quelquefois pas sortir d'un pays, ou qui montrer au monde que on est solidaire, ça peut faire plier un pouvoir en place. Ça s'est déjà vu dans le passé, on est bien d'accord. Révolution française, merci, revoyez vos classiques. Donc ça peut marcher. Alors après, la dernière place est à la fois un livre complexe, intime, mais mondialiste aussi. C'est à la fois une lettre d'amour et une lettre de rage, de dénonciation. C'est véritablement un condensé de géopolitique, tout ça mis à l'intérieur d'une famille, de la géopolitique même de la famille, qui oscille entre violence et la trop liste longue, comme je disais tout à l'heure, des dommages collatéraux. Voilà. Donc c'est un très beau roman. J'ai beaucoup aimé Désorientales, mais alors moi j'ai beaucoup aimé La Dernière Place. Franchement, entre les deux, c'est La Dernière Place, même si Les Arènes restent à part, mais c'était un roman quand même. Là, c'est plus intime, on va dire que c'est plus... ça peut être pris comme un roman, mais c'est quand même beaucoup plus... Ça touche plus à l'écrivaine. Franchement, j'aime beaucoup sa plume. Voilà, donc je vous invite à aller lire Les Négar Djawadi. Commencez par le début, en fait, Désorientales, Les Arènes et La Dernière Place, pas comme Bibi qui a tout lu un peu comme elle voulait. Voilà, donc franchement, encore un bon roman, et j'ai passé du très bon temps. Alors, j'ai lu aussi Carpath. Alors, attention, Carpath. Alors, je ne reviendrai pas sur la polémique que j'ai évoquée dans la pile à lire, en disant que j'avais reçu les épreuves non corrigées pour la modique somme de 15,29 € sur une erreur de la vente en ligne de Joseph Gibert, chose que j'ai expliqué à l'auteur, puisque j'ai la chance de la connaître, et je pense qu'elle l'a fait remonter à son éditeur, parce que, comme je vous le dis, je rappelle, les épreuves non corrigées peuvent nuire à un auteur. C'est du travail, c'est une épreuve de travail, c'est un document de travail qui ne doit en aucun cas être vendu. Alors à la rigueur, vous le donnez à quelqu'un pour le lire, parce que la personne ne peut pas se le procurer. Vous allez le donner à une médiathèque ou aux archives, etc., mais ne le vendez pas. Voilà, ne vous faites pas du fric sur une épreuve non corrigée qui peut nuire au travail d'un auteur. Ce n'est pas la version finale. Quelquefois, ce n'est même pas la couverture finale. Quelquefois, comme moi, là, c'est une couverture blanche basique, machin. Il m'est arrivé la même chose pour Avril, vous verrez. Il y a un autre que j'ai récupéré en épreuve non corrigée, encore vendu
Alors pas le même fournisseur, mais par un particulier. Incroyable mais vrai, quoi. Les gens vendent... En fait, les personnes qui vendent, moi ce que je reproche, c'est pas les vendeurs, parce que bon, à la rigueur, le deuxième vendeur, style Joseph Gilbert, bah, c'est sa faute, il aurait dû faire attention. D'ailleurs, il aurait jamais dû avoir ça entre ses mains. Mais ce que je reproche, c'est au premier vendeur. La personne initialement qui vend son épreuve. Non seulement elle le reçoit gratuitement, c'est comme les SP. Vous recevez des livres gratuits, vous les revendez. Non mais les mecs, je veux bien qu'il faut faire du fric, qu'il faut faire bouillir la marmite, mais c'est dégueulasse. Voilà. Je rappelle les droits d'auteur. Alors tout le monde dit moi j'achète les droits d'auteur des auteurs, c'est important. Oui, enfin en fait vous asseyez dessus si ça pouvait rentrer dans votre poche. On est bien d'accord. Voilà. Donc on passe sur le truc. Alors Carpath. Carpath c'est de Liliana Lazare, c'est chez Plomb. Vous l'avez à l'écran, ma version... Alors, je vous ai mis l'épreuve non corrigée, je vous mettrai la vraie couverture, pour que Liliana ait vraiment sa couverture, parce qu'elle est très jolie. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les romans de Liliana, ces derniers. Moi, j'aime sa plume qui est trempée dans son pays, de cœur, de naissance, de la Roumanie, dans ses légendes, son folklore. Et cette poésie qu'elle a dans sa plume, pour moi, c'est toujours un délice. Alors, cette fois-ci, on va suivre un couple de Français qui décide de voyager en Roumanie. Alors, qui décide? Que madame décide de plus de... Parce que monsieur suit, pas trop envie d'y aller. Madame est enceinte, et elle n'a pas encore dit à monsieur, mais lui, il n'a pas trop envie, mais bon, elle fait sa thèse, alors il la suit, machin, enfin, bon, il n'est pas trop rassuré quand même. Et ils vont devoir gérer à la base, ce qui est une banale panne de voiture, et ils vont se retrouver dans un coin assez reculé, Carpath, en Roumanie, sauf que ça va aller de mal en pis. C'est un peu l'hiver, en montagne, dans une zone isolée, à des heures du premier village habité. Et ils vont être recueillis par une communauté qui est cachée au fond d'une forêt, qui est cassée. Dès le début, vous avez envie de vous casser. Ah non, mais d'entrée de jeu... au bout de quelques pages, vous dites « Ah, mais moi, je fais retour marche arrière, je me casse. » Alors, étrangement, l'atmosphère est très oppressante. Mais, comme je vous dis, la vie de cette communauté semble... Enfin non, est particulièrement pas normale. Elle est vraiment, vraiment anormale dès le début. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais vous savez pas d'où les coups vont venir. Alors c'est un roman qui est toujours poétique, toujours fluide, toujours intelligent. Ou intelligente, l'écriture, ça c'est mieux comme ça. Moi j'ai palpité au rythme des découvertes de cette communauté. J'ai angoissé aussi de savoir comment on pouvait se casser d'un tel endroit. C'est entre rites, traditions, rituels. Et on sent aussi la pression et la meurtrissure dans certains endroits de ce pays qu'est la Roumanie, des années de dictature, de l'emprise qu'avait Ceausescu et ses sbires sur certaines ethnies de la Roumanie qui ont véritablement bien morflé. Voilà, il y a quand même ce côté... Alors, il faut dire que dès le début, moi, honnêtement, dès les premières pages, le tavernier, moi, je le trouvais pas engageant du tout. Moi, j'avais la trouille. Voilà. Donc, déjà, d'entrée de jeu, je serais pas restée la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous, je dormais dans la voiture, je me cassais. Mais, non, mais sérieux, non. Voilà, alors, d'entrée de jeu, ça m'a un peu... je me suis dit, aïe. Où elle va nous emmener? Franchement, j'ai passé un très bon moment. Alors... En fait, l'écriture de Liliana Lazare est très familière pour moi. Et la façon qu'elle a de conter cette histoire, j'entendais sa voix. Alors moi, je connais sa voix, c'est la chance que j'ai. Donc, j'entendais sa voix. C'est-à-dire, je lisais et j'entendais les intonations de sa voix. Je sentais sa diction, etc. C'était assez étrange. Et puis, la culture de son pays, les racines, et puis la volonté de conter l'histoire avec un grand H de son pays qui est à la fois mystérieux, envoûtant, beau, très beau,
qui est à la fois ombre et lumière. Si vous êtes allé en Roumanie, c'est assez spécial. Alors, à part les grandes villes, machin, où c'est très soviétique, hein, c'est très... voilà. Mais dès que vous sortez, c'est Cambrousse, hein, c'est un peu comme la Bulgarie, vous passez d'un truc très ville. Voilà. Ville. Tanké, hein, alignement. Hein, c'est à la limite de l'Empire galactique. Et vous tombez dans la campagne. Et dans des endroits où vous avez l'impression qu'il y a... alors juste, maintenant ça s'améliore, mais il y a quelques années, donc une décennie ou deux, enfin en tous les cas, pour moi, 2 décennies quand j'y suis allée, c'était véritablement le Moyen-Âge. Il y a des endroits où c'était le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge français, je veux dire, hein, voilà. Donc c'était assez... mais c'est des pays envoûtants, voilà. Et la Roumanie est envoûtante par son histoire, par ses légendes, par sa culture, par ça. Et là, vous avez tout ça dans ce roman-là. Mais Liliana Lazare, tous ses romans, vous avez ça. Et vous avez cette poésie qui retransmet tout le temps dedans. Et moi, vraiment, c'est un excellent roman qui vous balade avec joie, même si vous n'avez pas envie de vous balader là-bas. Non, pas dans ce communauté-là, j'ai peur, moi. Voilà. Mais franchement, très bon ouvrage, voilà, très bonne... Alors, c'est pas un coup de cœur, parce que je pense, mais ça, c'est dû à moi, que je sortais de la dernière place, qui était un livre assez fort. Je rentrais dans un autre livre assez fort, et du coup, je les ai trouvés tous les deux très différents, on est bien d'accord. Mais oui, voilà, il y a quelque chose qui m'a manqué pour un coup de cœur, mais c'est vraiment 2 excellents ouvrages. Donc vraiment, lisez Carpath de Liliana Lazare, que vous avez à l'écran, la vraie couverture, là. Et évidemment, nous finirons, avant de parler de la petite pièce qu'on a relue pour au théâtre 2024, on va parler de nos amis Feu Grégeois, Scorpion et Cochon Inflammé, titre qui a fait ma joie. La guerre non conventionnelle dans l'Antiquité d'Adrian Mayor. Je rappelle que c'est coédité avec nos amis de l'armée, hein. Voilà, au ministère de l'armée. Alors, je sais que plein de lecteurs vont détester cet ouvrage. Et ceux qui l'ont déjà détesté, parce que comme vous le savez, je vais regarder les chroniques après lecture, et alors il y en a certains qui l'ont assassiné. Voilà, ça c'est fait. Moi j'ai bien aimé. Alors c'est pas vraiment un livre, c'est pas un roman. Alors n'allez pas croire que c'est un roman, hein, voilà, parce que c'est un livre qui est extrêmement sérieux, très dense, très explicatif, très académique. Parfois un peu trop académique, un peu pompeux parfois. Voilà, c'est peut-être ça qui a un peu fait chier beaucoup de monde. Il y a beaucoup de références. Moi, des références jouissives, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et puis, le cochon enflammé, ça a fait ma vie, hein, il faut bien le dire. Alors oui, Adrian Mayor aborde des évidences. Alors, oui, c'est ce qui a été reproché. Mais je pense que si vous vous amenez dans ce livre-là, c'est que vous ne connaissez pas trop. Parce que, alors, moi, j'ai compris les critiques qui étaient négatives en disant, oui, elle enfonce des portes ouvertes. Ben oui, chaton, mais si c'est un livre, enfin, pour moi, c'est un livre à mettre entre les mains des gens qui ne connaissent pas la guerre dans l'Antiquité, qui ne connaissent pas la mythologie, qui ne connaissent pas les légendes, qui ne connaissent pas ça. Si vous connaissez déjà votre petite mythologie illustrée correctement, la guerre, les Troies, les machins, les alliances, l'Empire byzantin, Hercule, Alexandre, l'Empire romain, et j'en passe et des meilleurs, vous avez déjà eu... Moi, je ris parce que le titre est drôle, mais je savais déjà ce qu'était un feu grégeois, une des bombes à scorpions, des cochons enflammés et autres joyeusetés. Pas joyeuseté. Voilà, donc... si vous connaissez déjà tout ça, évidemment que ce qu'elle dit, c'est redondant. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà entendu. Elle reprend sur des histoires de personnages, de guerres, de mythologie, etc. Forcément, vous les avez déjà entendus, ces trucs-là. Donc ça va vous gonfler. Voilà. Outre le fait qu'il y a des belles illustrations, peut-être que vous l'avez, des illustrations qui ne sont pas faciles, parce qu'il y en a qui sont dans les musées, d'autres qui sont dans des portfolios, etc. Très belles illustrations, j'aime bien aimer les illustrations. Voilà, mais oui, je connaissais. Oui, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues, lues et appris. Mais, personnellement,
C'est un livre qui m'a fait revisiter des trucs, des bases, des machins, et moi j'ai aimé. Voilà. Alors après, oui, effectivement, il y a des moments où je dis, ah, ça je sais. Ah, ça je sais. Ah, ça je sais aussi. Voilà. Mais on s'en fout, en fait. C'était le principe. Alors, elle passe, de Hercule, donc à Alexandre, de l'Empire romain à byzantin, de l'Arche d'Alliance, très difficile à dire, l'Arche d'Alliance, aux armes biologiques, qui étaient déjà inventées à la base. Hein. Oui, si, ils avaient... Oh là, mon Dieu, ils avaient des trucs, je crois qu'on n'aime pas. Bon, bref. Elle empile, quand je dis empile, c'est vrai. Elle empile les exemples, les citations, les analyses, qui sont connues et reconnues. Je vous dis, voilà, sans nouveauté. C'est des choses que si vous vous intéressez à ça, vous l'avez déjà vu. Je répète, si vous ne connaissiez pas, c'est un truc que vous allez découvrir. Mais bon, honnêtement, après, il faut, dans le contrepartie, il faut quand même savoir qu'on ne peut pas découvrir des nids de scorpions datant de l'Antiquité toutes les 5 minutes sous tous les pavés de la plage. Hein, on est bien d'accord. Voilà, sur les galets, pas les pavés. Il y a des galets sous les pavés de la plage. Ah oui, c'était un slogan de 68, ça. Non, alors, sous les galets de la plage. Voilà, donc, la vie en révolution. Moi, je suis en révolution en ce moment. Bon, bref. Donc, ouais, on ne peut pas découvrir des choses datant de l'Antiquité, des nouveautés, des découvertes fondamentales qui ont pas été faites toutes les 5 minutes au pied d'un réverbère, quoi. Enfin, voilà. Donc si l'histoire de cette période vous est très familière, que vous lisez, que vous êtes un érudit sur la période, vous allez vous faire chier, n'y allez pas. Voilà. Mais si vous aimez découvrir des choses et que honnêtement vous savez absolument pas trop la façon d'avoir été créé, interdit, alors par exemple, le feu grégeois, comment ça a été découvert, comment ça a été utilisé, comment ça a été interdit à un moment donné, parce que, voilà, mais il y a longtemps, Antiquité, machin. Voilà, donc si vous connaissez pas, allez-y. Moi, j'ai aimé ce livre parce que ça se lit comme un roman d'aventure. Alors c'est particulièrement quantitatif, on est bien d'accord, parce qu'il y a énormément de données, énormément de sources à compulser. Vous savez que c'est mon grand bonheur. Hein. Moi, les 30 pages de sources, j'étais en mode, et de notes de bas de page, enfin des notes de renvoi de page à la fin. Moi, j'étais en mode couinage intensif. Je faisais des allers-retours toutes les 5 minutes entre mes deux marque-page, parce que j'étais en mode groupie absolue, mais vous savez que je suis une tarée sur ça, donc j'adore. Alors, l'historienne se permet aussi d'émettre des hypothèses, alors qui vont, je sais, et c'est pour ça que ça a gueulé, qui vont heurter les admirateurs qui sont un peu raides et droits dans leur bobotte, qui disent « Ah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » Oui, bon, on est au courant. Ou alors qui vont carrément énerver les érudits absolus qui maîtrisent le truc du bout du monde. Voilà, mais c'est un ouvrage qui est pour le commun des mortels. Voilà. C'est didactique. Voilà, c'est pas fait pour les maîtres de conférences à la Sorbonne, hein. On est bien d'accord. Voilà, à part qu'elle s'y connaît. Bon, bref. Alors, il n'y a pas trop de données très profondes ou moi, ce qui m'a manqué. Alors, on va dire ce qui m'a manqué parce que j'ai bien aimé. Je vous dis, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a manqué, c'est qu'il n'y avait pas de données très profondes sur les conséquences sur les sociétés de l'époque, sur la culture de l'époque, ni sur l'être humain, en fait sur l'impact sur l'être humain. Alors pour certaines parties j'ai passé un excellent moment de lecture. Je dois avouer qu'il y a 2-3 fois j'ai quand même imaginé des applications dans le monde moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi les cochons enflammés, je dois avouer que si j'étais à la tête d'une guérilla, je m'en servirais quand même pas mal. Pauvre petit cochon, c'est dégueulasse. Moi j'aime bien les naf-naf. Bon, en plus j'adore les petits cochons. Normalement vous me montrez un porcelet, mais je suis en admiration. Bah, faut dire que moi, porciner, c'est ma cam. Hein. Voilà, donc, mais c'est sérieux. Où je vais les références. Je suis en train de parler d'un livre d'histoire, machin, sur le feu grégeois, je parle de porciner. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Lisa. Non, franchement, voilà, il y a des techniques qui pourraient être pas mal. Alors, ne mettez pas ce livre entre les mains des dictateurs et des tarés, hein, parce que ils vont avoir des trucs à moudre, c'est des abrutis.
Voilà, mais pourtant c'est quand même... Alors, à la fois je vous dis c'est un livre pour le commun des mortels, mais à la fois c'est pas un livre pour le grand public, parce qu'il y a quand même... alors ça va irriter les érudits, mais il y a quand même pas mal de données, et de sources à compulser, etc. Mais ça se lit comme un roman d'aventure. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire, parce que franchement... moi, j'ai passé un temps. Voilà, je vous dis, il y avait beaucoup de choses que je connaissais, mais j'ai adoré relire ça parce que je me suis dit, ah oui, ah. Bon, après, j'ai couiné quand il y avait Alexandre. Oui, ben ça, on se refait pas. Hein, voilà. Donc, Feu Grégeois. Oh putain, ce titre. Feu Grégeois, bombe à scorpions et cochons enflammés, la guerre non conventionnelle dans l'Antiquité. Franchement, voilà. Comment passer du bon temps avec des techniques de guerre, que voulez-vous, hein, bah, on se refait pas, hein, ouais, ben oui, ben voilà, un jour l'armée, ils vont m'engager, ils vont se dire, ah, taré l'autre, on va l'engager. Et donc on a relu au théâtre en 2024 le Antigone de Jean Anouilh. Je vous laisse aller écouter le podcast que j'ai réalisé sur la chaîne SoundCloud, et éventuellement, si ça vous intéresse, de rejoindre notre petit groupe de théâtre en 2024. Le mois prochain, on lit Alexandre le Grand de Jean Racine. Là, bon, bah, Anouilh, hein, on est au courant. Alors, Antigone n'a jamais été mon personnage préféré, on est bien d'accord. Je l'ai d'ailleurs toujours un peu détesté, dès le début. Là aussi, pareil, je l'ai détesté encore, pour son côté un peu rigide et enfantine. Mais la première fois où je l'avais lu, j'étais quand même assez jeune. Je l'avais aimé pour les mêmes raisons pour lesquelles je l'ai aimé cette fois-ci. Sa loyauté envers son devoir familial. Ou son devoir. Je dirais pas familial, mais son devoir. La loyauté envers... Alors moi, la loyauté, je pense que si vous me lisez en tant que romancière, vous savez que c'est un des sujets que j'aborde très régulièrement. Donc voilà, c'est par ce biais-là que Jean Anouilh m'a gagné. Après, à aucun moment, Jean Anouilh, l'avantage, c'est qu'il ne pose son Antigone sur un piédestal. D'ailleurs, si vous lisez Le Cœur du début, et les relisez Sophocle par la même occasion, l'idée c'est de lire les deux d'ailleurs, ce serait une bonne idée. J'avais pensé le faire pour tout le monde, mais je suis pas sûre que Sophocle ait emballé tout le monde, donc on a gardé Anouilh. Et puis cette pièce, par sa date de création, puisque je rappelle, hein, elle a été commencée en 1942 et elle a été présentée en 1944, son but, ses références, donc Sophocle, montrent en fait que chaque personne, enfin l'importance de chaque personne sur la volonté, sur les révoltes, la sagesse, mais aussi pareil l'opposé, c'est-à-dire l'orgueil, le pouvoir du pouvoir. À lire aussi, si vous aimez Antigone et si vous avez envie de savoir plus, à lire Le Quatrième mur de Sor Chalandon, qui évoque justement cette pièce montée dans un contexte assez particulier, vous verrez. Franchement, c'est encore une bonne relecture de pièces de théâtre. Je dois avouer que je m'aperçois depuis le mois de janvier que ça me manquait de lire des pièces de théâtre. Voilà, donc écoutez, hein, voilà. C'est comme ça. Donc je vous mets à l'écran, si j'y pense, mais bon, vous savez, les vieux, ça ne pense pas toujours, la pile à lire complète du mois de mars. Écoutez, on va se donner rendez-vous pour la pile à lire d'avril, qui j'espère, je pense, sera en version animée. Donc Lisa à l'écran avec ses livres en train de couiner comme un goré. Il y a de tout en avril aussi. Alors là, moi je fais des grands écarts en avril encore. Mais bon, c'est pareil, voilà. Donc depuis le début de janvier, je dois avouer que sans avoir des gros coups de cœur, parce que pour l'instant, dans mon panier à coups de cœur, j'en ai 2. Vraiment. Après, je reviendrai peut-être à la fin de l'année, puisque je ferai un top 10. Voilà, parce que j'ai décidé toutes les années, je fais top 10, ça suffit amplement 10. Suivant où j'en suis, peut-être que Carpath rentrera dans les coups de cœur, parce que je me la suis notée en plus, donc plus, donc voilà, il part bien. Écoutez, depuis le début, j'ai eu 3 bons mois de lecture, donc je suis très contente. Pour vous que ça dure, comme dirait la maman de Napo. Alors, d'ici là, bisous, la semaine prochaine, donc on est dimanche. Ça sortira dimanche 31, donc à mercredi prochain avec la pile à lire d'avril. Qu'est-ce que c'est le prochain qu'il y aura après la pile à lire d'avril? Je sais pas. Ah si, il y aura la vidéo thématique donc en audio podcast sur les dragons. Et il y aura la FAQ
parce que j'ai reçu pas mal de questions. Et donc j'y répondrai, donc ça je le ferai en vidéo, parce que c'est quand même plus simple de voir ma bobine quand je réponds à un truc. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce long ce podcast illustré. Et écoutez, j'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques et que vous passerez un bon lundi de Pâques. J'espère que la météo sera pas mal, mais généralement les week-ends Pâques c'est la merde. Hein. Ah bah si, quelquefois c'est souvent la merde, voilà, et je confirme. Voilà, ça c'est fait, parce que j'ai vu les options, parce que j'enregistre avant de partir, j'ai un mariage, hein, je rappelle. J'ai vu les options, on n'est pas sorti du lac. Je pense qu'on va finir avec les bottes. Hein. Oh bah si, moi j'ai amené mes bottes en caoutchouc. Ça va être joli avec la tenue. Oh bah, tout est relatif. Bisous.